trouver un dénominateur commun. C'est comme ça, mes chers frères, que ça se passe dans tous les pays du monde. Quand les Américains, les États-Unis pour aller investir au Japon, tout ce que les Américains disent n'est pas pris pour parole d'évangile par les Japonais. Ils posent leur projet, des grands connaisseurs japonais vont plancher là-dessus, ils vont étudier le projet, ils vont relever les aspects qui sont positifs pour le Japon, ils vont relever les aspects où les Japonais ne sont pas tellement d'accord, ils vont faire revenir les Américains pour se mettre autour d'une table, discuter et trouver un dénominateur commun. Ce que je suis en train de faire ici, c'est de tenter de conscientiser les Congolais et les conduire sur cette piste de peuples sérieux du monde. Il faut absolument éviter que quand les étrangers ont préparé un projet, qu'ils viennent l'exposer à nos autorités, alors ils ferment les oreilles aux sages de ce pays, ils foncent tête baissée et ils sont prêts à prendre des décisions pour imposer aux Congolais d'accepter sans discuter ce projet. Ce n'est pas du tout sérieux. Et ensemble, mes chers frères, nous avons maintenant fait des critiques de ces 7 propositions des colons, ce qui nous permettra de découvrir ce que nous pouvons accepter dans ce projet et ce que nous n'acceptons pas, qui alors pourrait être soumis à une discussion avec les colons pour améliorer le projet, pour trouver un dénominateur commun, afin que nous soyons tous d'accord ou pas. Première analyse critique du projet. Vous avez entendu qu'au départ, les colons sont venus à dire à nos autorités: nous voulons que vous nous donniez une parcelle de terre en location. C'est leur première déclaration. Mais la dernière déclaration dit ceci: après 99 ans de colonisation, la terre de cette parcelle de terre deviendra désormais notre propriété privée. Alors mes chers frères, nous sommes des Congolais et eux sont des étrangers. Moi j'ai ma parcelle. Vous venez me dire, je cherche une parcelle à louer. Je dis ok, parcelle, vous commencez à louer dans ma parcelle, et après quelques années de location, vous commencez à prétendre que cette parcelle ne m'appartient plus, qu'elle vous appartient. Mes chers frères, est-ce que les Américains, les Belges, les Français, les Japonais, les Chinois peuvent accepter ça? Vous m'avez dit location d'une parcelle de terre. À la fin, vous me dites, après 99 ans de location, désormais cette parcelle de terre ne vous appartient plus, elle m'appartient. Vous voyez, là où je vous ai demandé que quand on nous amène des projets d'investissement, il faut les étudier. Parce que maintenant, on voit leur première déclaration, location de parcelles de terre, et leur dernière déclaration, moi j'ai vite compris que ces messieurs viennent nous dire location d'une parcelle de terre, mais au fond de leur cœur, dit ceci: achat à crédit d'une parcelle de terre. Le crédit, ça s'étend sur un certain délai. D'autant plus que les colons ont dit que si on accepte, chaque mois, ils verseront un certain montant à la République démocratique du Congo. Donc, ils nous disent location, mais nous avons l'impression de comprendre que, dans le fin fond d'eux-mêmes, ils disent achat à crédit. Et qu'au bout de 99 ans, ils auront liquidé leur crédit et que par conséquent, la parcelle de terre va leur appartenir. Mais si c'est un achat à crédit, alors à qui les colons doivent-ils verser l'argent mensuel qu'ils vont commencer à payer? Et ils disent, oh, nous allons verser ça au gouvernement. J'ai dit non. Et je ne dis jamais non sans me justifier. Mes chers frères, si vous allez aux États-Unis, la terre de la Californie n'appartient pas à l'État américain.
car cette terre appartient aux paysans américains. Quand les Blancs sont arrivés au continent américain, il y a eu des cow-boys du Texas qui sont allés à gauche, à droite, ils sont accaparés des terres, ils ont obtenu des terres, ces terres sont restées éternellement pour eux. Donc la terre de la Californie n'appartient pas à l'État, elle appartient à des propriétaires terriens, des Américains, qui vous disent, moi j'ai 300 hectares, d'autres vous disent, moi j'ai 10 000 hectares. La terre dans tous les pays du monde n'appartient pas à l'État. La terre du Texas n'appartient pas à l'État américain, elle appartient à certains Américains qui, dans le passé, ont eu à obtenir cette terre. Il y a aux États-Unis des Américains qui n'ont pas de terre. Il y a au Brésil des Brésiliens qui n'ont pas de terre. Par contre, d'autres Brésiliens, ils ont 100 000 hectares, 10 000 hectares, 10 hectares. Donc, dans tous les pays du monde, mes chers frères, la terre qui appartient à l'État n'existe pas. Vous allez en Europe, la même chose. La terre appartient à des privés. Et en Afrique, vous allez à Mbujimaï, la terre de Bakwanga, mais elle appartient à une communauté kassaïenne. Vous quittez Mweneditu, vous venez avoir des prétentions à Bakwanga, vous direz non, vous êtes notre frère, c'est la même communauté, mais les terres ici appartiennent à tel clan. Là-bas, ça appartient à tel clan. Dans tous les pays du monde, mes chers frères, la terre qui appartient à l'État n'existe pas. Mais l'État, c'est quoi? Les Kassaïens ont des terres. Les gens du Congo central ont des terres. Les gens du Kivu ont des terres. L'État, c'est l'encadreur suprême de toutes ces propriétés privées de ses citoyens. Mais l'État n'a pas de terres. Aux États-Unis, si vous arrivez en Californie, que vous voulez acheter 1 hectare de terre, vous n'irez pas voir le président des États-Unis pour dire « Moi, j'aimerais acheter 1 hectare de terre ». Le président vous dira « Mais moi, je n'ai pas de terre à vous vendre ». Et ensuite, il va vous dire « Mais cet hectare de terre se trouve où ?»« Oh, je préférais tel hectare de terre qui est en Californie. » On va vous dire « Mais allez voir le propriétaire foncier de cette terre de la Californie. » Vous irez voir le paysan, vous dites, mais moi, je voudrais construire une entreprise ici, il me faut au moins 1 hectare de terre. Ce n'est pas le gouvernement américain qui vous dirait au président américain, vous lui donnez de l'argent pour une terre qui est en Californie, ça ne lui appartient pas. C'est lui le président des États-Unis, mais la terre ne lui appartient pas. Et en Afrique, c'est la même chose. La terre appartient à des clans. Par conséquent, si les colons ont comme entendement que cette parcelle de terre qu'on va nommer, nous allons l'acheter à crédit. Et que quand le crédit sera épuisé, cette parcelle nous appartiendra. Eh bien, alors il se pose la question de savoir à qui ils doivent verser cet argent de l'achat de cette parcelle de terre. Ce n'est pas au gouvernement, mais aux ayants droit coutumiers qui sont les propriétaires de cette terre. Quitte à ces ayants droit coutumiers de payer l'impôt sur les avoirs qui seront obtenus dans la phase de terre. Donc la terre aux États-Unis, en Europe et en Asie appartiennent à des particuliers. Quand il faut vendre une parcelle de cette terre, l'argent est versé à ces particuliers qui sont les propriétaires fonciers de cette terre. Et ces particuliers, après avoir vendu leurs marchandises, ils versent un certain pourcentage à l'État. Vous voyez déjà donc 2 aberrations. La première aberration, location d'une parcelle de terre. Mais à la fin, on nous dit, après autant de locations, cette parcelle nous appartient, ça signifie achat à crédit. Et si c'est un achat à crédit, alors, à qui devra-t-on verser cet argent? Pas au gouvernement. On devra verser cet argent aux ayants droit coutumiers qui ont accepté de vendre leur terre et qui taillent de payer l'impôt à l'État. Mais si nous vendons en désordre la terre de notre pays aux étrangers, soyez assurés que plus tard, nous deviendrons des étrangers dans notre propre pays. La terre, c'est le bien le plus précieux d'un peuple. Parce que la nourriture que nous mangeons provient de la terre. L'eau que nous buvons provient de la terre. Le diamant, l'or, le coltan,
Tous les minéraux proviennent de la terre. Les poissons proviennent des rivières qui sont dans la terre. Nos maisons sont construites avec des briques.